Donc la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de nos données, comment est-ce qu'on peut mettre en place un processus de gestion de la qualité de données. Donc pour le plan, en fait, on va commencer d'abord à regarder les différents modèles qui sont décrits dans la littérature, en tout cas les quatre principaux. On va regarder ensuite quels sont les points communs de ces différents modèles, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, en tout cas moi, mon analyse de ces différents modèles et qu'est-ce que je trouve qui manque, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour qu'il soit encore mieux. Et ensuite, je vais présenter mon modèle. On va présenter les différents niveaux de maturité qui sont associés à ce modèle-là. On va présenter la mise en place du modèle, comment est-ce qu'on peut l'intégrer avec différentes architectures data, et comment est-ce qu'on peut l'intégrer à l'intérieur d'un cycle de développement. Et donc, ce sera le contenu de la vidéo d'aujourd'hui. Pour plus de détails sur les différentes phases du modèle, je ferai une vidéo dédiée pour chacune des différentes phases. Comme ça me permettra de vraiment développer sur chacune des phases. Là, on va vraiment faire une vue d'ensemble de la méthodologie de gestion de la qualité de données. Et donc, alors, si on attaque sur les différents modèles qui sont décrits dans la littérature. Donc, il y en a quatre principaux, en tout cas qui sont les quatre plus connus. Donc ça va être le premier qui est, je pense, le plus connu, hein. C'est le 10-Step Data Quality Framework, donc, qui a été développé par Danette McGillivray et qui est expliqué dans son livre notamment. Donc c'est un excellent livre, hein. C'est sûrement le plus connu. Donc dans les caractéristiques, il est très orienté projet, c'est-à-dire qu'il est orienté sur un projet d'amélioration de la qualité de données. Il est... comment je le caractériserais? Je dirais qu'il est simple et efficace. Donc c'est-à-dire que voilà, si on veut rapidement mettre en place une démarche d'amélioration de la qualité de données, one shot, c'est The Go-To Framework. Et c'est un des rares qui aborde l'aspect communication autour de la gestion de la qualité de données. Donc ça, il faut le souligner parce que c'est un peu le parent pauvre des autres frameworks, l'aspect communication. Après, on a le CDQM, donc le Complete Data Quality Methodology, donc qui lui est développé par Carlo Battini et Monica Scannapieco. Alors je m'excuse si j'écorche un des prénoms, un des noms de famille. Donc c'est aussi un très bon framework, hein. Il est très orienté processus métier. Et il est très, comment dire, il va beaucoup en profondeur autour des aspects des processus métiers. Donc par exemple, il propose de mapper quasiment l'intégralité du process métier, de faire le lien avec les différents pans organisationnels, et après, de regarder comment la data contribue à ces différents process métiers et aux différents pans organisationnels. Donc il est très intéressant. Le reproche que je lui ferais, c'est qu'il est peut-être un peu lourd quand on veut rapidement améliorer la qualité de données. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes préalables, mais en dehors de ça, il est très intéressant. Et le livre de Battini et Scannapieco, est extrêmement complet. Alors, je n'ai plus le titre du livre en tête, je le mettrai dans la description de la vidéo, mais le livre est extrêmement complet, extrêmement intéressant. Donc, si vous voulez creuser un petit peu les sujets autour de la qualité de données, c'est un très bon ouvrage. Ensuite, on a le troisième, donc, qui est le Total Information Data Quality Management, donc, qui a été développé par Larry English. Donc c'est une des références, hein, dans la matière. C'est un ouvrage, enfin c'est un framework qui est assez ancien. J'ai pas la date en tête exactement non plus, mais c'est un peu, enfin je le qualifierais de old but gold. C'est-à-dire qu'il est ancien, mais il est toujours très relevant, très applicable. Un modèle intéressant si vous voulez développer votre propre modèle de gestion de la qualité de données. Enfin c'est le modèle de Larry English est vraiment très intéressant à étudier. Initialement, il a été conçu pour des projets de data warehouse. Et une des caractéristiques que j'ai relevées dans ce modèle, c'est que la façon dont il a de construire tout ce qui est coût-bénéfice, c'est très intéressant, c'est un peu limité. C'est-à-dire que c'est pas applicable pour l'ensemble des datas existants dans une organisation. Mais la façon dont il a d'attaquer le sujet est très intéressante. Et son angle, la façon dont il a de faire les choses, on le revoit pas partout dans la littérature. C'est-à-dire que pour moi, c'est un des plus détaillés dans ces aspects-là. Bon, les amis, je viens de me rendre compte au montage que j'ai complètement oublié de parler d'un des frameworks. Donc je vous le rajoute là comme ça très rapidement en post-prod. Donc ce framework, c'est le Total Data Quality Management du MIT, donc, qui a été développé par le programme Information Quality du MIT. Et donc qui est un très très bon framework aussi, qui a été conçu à la base à l'intérieur d'une activité de recherche, donc pour définir une théorie de la gestion de la qualité de données. Il introduit aussi la notion d'information product, et il est très centré autour de ça.
Donc c'est un modèle qui est très intéressant, je m'en suis beaucoup inspiré d'ailleurs moi pour la construction de mon modèle. Et d'ailleurs, toutes les publications du MIT Information Quality Programme sont très intéressantes. Donc ils ont un site web, hein, sur lequel sont répertoriées la plupart de leurs publications. Alors il est plus maintenu depuis quelque chose comme 2015 ou quelque chose comme ça. Mais même les anciennes publications sont très intéressantes et très pertinentes à aller étudier. Et après, donc une petite mention spéciale pour un autre framework, alors que j'ai pas trop étudié, mais qui est référencé dans pas mal d'ouvrages. Donc c'est ce qui s'appelle le ISTAT Methodology. Et donc c'est une méthodologie de gestion de la qualité de données qui a été inventée par l'Institut national des statistiques italien, donc qui s'appelle l'ISTAT, enfin qui est communément abrévié sous le nom de ISTAT. Et donc ils ont une petite particularité, c'est que c'est une administration publique avec plusieurs petites organisations en fait, plusieurs agences et donc avec toutes les spécificités que ça implique pour la gestion de la qualité de données. Donc pour ceux qui travaillent dans les administrations publiques et qui voudraient développer un framework de gestion de la qualité, je vous recommande d'étudier celui-là, là, le ISTAT Methodology. Après, il existe beaucoup d'autres modèles, hein, qui ont été développés, publiés. Vous pouvez les trouver, hein, vous pouvez trouver pas mal d'inventaires sur Internet, il faut faire un petit peu de recherche. Mais là, je vous ai présenté les 4 principaux selon moi, les 4 plus connus aussi, hein, majoritairement, et les 4 plus intéressants, pareil, selon moi. Mais on peut toujours creuser le sujet. Il y a, je sais pas, il y a peut-être une cinquantaine de frameworks qui ont été développés dans la littérature. Donc après, libre à vous d'aller creuser un petit peu plus loin. Et donc moi, les points communs que j'ai relevés dans la plupart des frameworks, et notamment dans les 4 qu'on a cités précédemment, c'est qu'on a toujours ces 4 phases qui arrivent systématiquement. On commence d'abord par définir une mesure pour la qualité de données. Parce que la qualité de données, c'est quand même une notion qui est un petit peu subjective. Il n'y a pas de set de métriques qui va marcher pour toutes les données, toutes les organisations, toutes les situations. Et donc, il y a cette première étape préalable. On va d'abord se poser et regarder qu'est-ce que ça veut dire la qualité de données et comment est-ce qu'on la mesure, cette qualité de données. Donc une fois cette première phase accomplie, il y a tout ce qui va être analyse initiale et qualification. Donc ça va être les mesures initiales de qualité de données, donc quel est le niveau actuel de qualité de données. On va identifier les anomalies sous-jacentes, et puis faire le tri entre ces anomalies. Donc évaluer l'impact métier, le niveau de priorité, et est-ce qu'on pense qu'on va pouvoir corriger ces anomalies? Est-ce que c'est faisable en fait de le faire? Après, on a tout ce qui est plan d'action, donc c'est-à-dire que en se basant sur les étapes précédentes, donc c'est-à-dire l'identification des anomalies plus leur qualification, on va définir un plan d'action pour adresser les causes racines de ces problèmes et pour corriger les données. Et ensuite, on arrive à la phase d'exécution du plan d'action, donc c'est tout ce qui est correction et prévention. Et donc après, selon les frameworks, donc si c'est des frameworks d'amélioration continue, on va mesurer l'impact de nos actions de correction et de prévention, puis on va recommencer. Et si c'est un framework plutôt one-shot, on fait les actions de correction et de prévention, on va remesurer derrière, puis après communiquer sur le résultat. Et donc, qu'est-ce qui manque à ces frameworks? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ces frameworks pour créer un modèle qui soit encore plus pertinent? Moi, les différents points que j'ai remarqués, donc que ce soit en faisant des recherches ou avec mon expérience du terrain, donc en essayant d'améliorer la qualité de données pour des organisations, déjà le premier point, c'est que définir des mesures de qualité, même définir ce que c'est de la qualité, c'est pas toujours évident. Alors c'est pas forcément une faute du framework, parce que c'est une étape obligatoire, on est obligé de définir ces choses-là, donc on ne peut pas vraiment y couper. Mais c'est plutôt dans comment est-ce qu'on va exécuter ces premières phases, en fait, ces phases de définition, et comment est-ce qu'on va maintenir la définition de ces mesures de qualité sur laquelle il faudra jouer. Après, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter aussi? C'est d'intégrer à la fois la partie proactive, donc tout ce qui est contrôle de qualité, définition de mesures de qualité, etc., et la partie plutôt réactive. Donc c'est tout ce qui va être remonté des utilisateurs de données en termes d'anomalies de qualité. Et donc c'est quelque chose que j'ai pas vu dans les frameworks, dans la littérature, c'est-à-dire on se concentre principalement sur la partie proactive, donc comment est-ce qu'on va contrôler la qualité de données et faire en sorte de prévenir et de corriger les anomalies, mais on se concentre assez peu sur la partie réactive. Et donc dans la continuité de ça, ce qu'on pourrait faire, c'est inclure
un mode de communication directionnel, un canal de communication bidirectionnel régulier entre les équipes qui gèrent les données et qui gèrent la qualité des données et les équipes qui consomment ces données-là. Et donc c'est ce qu'on va faire dans le framework. Et ensuite, le dernier point, donc c'est la quantification du rapport coût-bénéfice, qui n'est pas évidente du tout. Et donc c'est un point qu'on va revenir assez souvent dans la plupart des frameworks de qualité. Donc ils abordent tous ce sujet. Ils disent tous qu'il faut, à un moment qu'il faut le quantifier. Mais comment on fait, c'est pas toujours clair. Et les modèles qui sont décrits, la plupart, ils sont pas très complets. Ou alors ils sont pas forcément. Il y a beaucoup d'assumptions, il y a beaucoup de postulats qui sont parfois qui tiennent pas forcément dans la réalité. Donc ça va être les quatre grands aspects pour lesquels, sur lesquels j'ai décidé de me concentrer quand j'ai décidé moi de développer ce framework, donc il y a déjà un certain temps. Et donc en termes de spécifications pour le framework, donc moi les specs que j'avais en tête quand je l'ai développé, donc c'est déjà qu'il faut qu'on soit orienté client-consommateur. Donc les usagers de données, les consommateurs de données soient vraiment au centre et vraiment un mot à dire dans le processus de gestion de la qualité. Bon, ensuite, il faut qu'il soit systématique et itératif, hein. Donc ça, je veux dire, la logique derrière là, elle est assez simple. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir améliorer de façon continue la qualité de données et on veut que ça repose sur un système pour pas que ce soit au gré des humeurs des gens ou de ce qu'ils ont mangé le matin, ce qu'ils ont fait la veille. Ensuite, qu'on soit basé sur des faits. Donc on va pas se baser sur des perceptions de qualité, mais plutôt sur des éléments factuels, des mesures factuelles. Parce que c'est ce qui va nous permettre après de prendre des décisions et d'avoir entre guillemets un juge de paix sur la qualité. Alors que si c'est des avis subjectifs, c'est un peu plus compliqué d'avoir quelque chose qui parle à tout le monde et qui ne puisse pas être remis en cause. Ensuite, il faut qu'il soit facilement déployable. Le but, c'est qu'on puisse réellement l'implémenter et que les organisations puissent améliorer la qualité de leurs données avec. Donc si le modèle il est trop lourd, ou il est incompréhensible, ou il est très compliqué à mettre en place, c'est pas très intéressant pour nous. Et le dernier, c'est qu'il soit complètement agnostique d'un outil, ou d'une archi, ou d'un mode de fonctionnement. L'idée, c'est qu'en fait, on puisse l'adapter, le brancher un petit peu, quel que soit le contexte, quelle que soit l'architecture, quelle que soit l'organisation, quelle que soit la stack technique, le modèle est applicable en fait. Alors, le premier élément du modèle, ça va être le standard de qualité. Donc, qu'est-ce que c'est que le standard de qualité? En fait, c'est l'ensemble des indicateurs de qualité et des règles qui leur sont associées pour un jeu de données. Et donc, elles sont toutes définies et regroupées dans le standard. Et donc, l'idée derrière, c'est on va définir un standard de qualité pour chaque jeu de données. Après, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc, le standard, il regroupe les exigences de qualité. Les exigences de qualité, elles peuvent varier selon les usages. Et donc, on va essayer un maximum de grouper les usages similaires entre eux et d'harmoniser les exigences en termes de qualité. Après, c'est possible qu'on ait des cas particuliers où on a différents usages qui sont vraiment différents pour le coup, on peut pas harmoniser les exigences de qualité. Et dans ce cas, moi, ma reco, pour appliquer le modèle, c'est dans ce cas d'avoir deux jeux de données. Parce qu'on veut vraiment garder cette intégrité entre un jeu de données égale un standard de qualité. Donc si on a deux exigences, donc deux standards, il faut qu'on ait deux jeux de données. Donc après, ça peut laisser la possibilité d'avoir un jeu de données qui est un peu qui est un peu le jeu de données maître et de dériver un autre jeu de données pour les usages qui sont un peu particuliers. Mais il faut vraiment garder, pour préserver l'intégrité du modèle, hein, cette relation one-to-one entre un jeu de données, un standard de qualité. Et donc moi, mon approche pour la définition du standard, c'est qu'on va vraiment se baser principalement sur les règles métiers. Donc c'est-à-dire quelles sont les règles métiers qui sont applicables à cette donnée et comment est-ce qu'on peut mesurer que nos données sont bien conformes à ces règles métiers. Donc si on prend un exemple classique, ça pourrait être sur le référentiel des factures. Eh bien, une facture, on sait que pour que ce soit une facture valide, il faut qu'il y ait certains éléments. Donc c'est par définition, une facture doit y avoir le nom de l'émetteur, le numéro de TVA intracommunautaire de l'émetteur, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre quand même obligatoire, la désignation des biens et de services, la quantité, le prix unitaire, le prix total, et tout un tas d'autres éléments qui sont obligatoires pour avoir une facture. Et donc déjà, une première règle métier, ce serait que pour que ce soit une facture valide,
il faut qu'on ait l'ensemble de ces éléments qui soient bien définis pour chacune de nos factures. Et donc déjà, on a notre première règle de qualité, et on peut déjà en dériver un premier indicateur. On peut aussi avoir comme règle que une facture, elle doit être associée à un client valide, donc un client qui existe dans notre référentiel client. Et donc ça, c'est notre deuxième règle qu'on peut aussi mesurer. Et donc comme ça, on fait l'inventaire de toutes les règles qui sont applicables à nos données, on met en face un ou plusieurs indicateurs, et donc ça constitue notre standard de qualité de données. Et donc c'est le premier élément qui va nous permettre de définir le framework, parce qu'en fait, ce standard de qualité, c'est lui qui va définir notre contrôle de qualité de données. Donc les contrôles périodiques qu'on va effectuer, en fait, ils vont se baser sur le standard. Donc on va mesurer les indicateurs qu'on a définis dans le standard. Et donc si on identifie des anomalies, eh ben, ça déclenche la phase de qualification des anomalies. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On va mesurer l'impact métier. On va mesurer les possibilités de résolution. Donc est-ce que c'est possible de résoudre ce problème de qualité? Qu'est-ce que ça va nous coûter de résoudre ce problème de qualité? Donc que ce soit en effort ou en monnaie sonnante et trébuchante. Et quelle est la priorité de ces anomalies par rapport aux autres anomalies qu'on a déjà dans le backlog ou à toutes celles qu'on a identifiées pendant ce contrôle. Donc après, ce qu'on a, c'est on a une autre branche aussi également qui va nous permettre de faire remonter des anomalies de qualité de données. Ça va être tout ce qui est alerte des consommateurs. Et donc, il faut qu'on laisse la possibilité aux consommateurs de nous contacter pour nous dire, bah écoutez, là, dans ce jeu de données, j'ai identifié telle erreur de qualité de données. Et donc, les alertes qui sont remontées par les consommateurs, elles sont traitées comme une anomalie sur le monitoring. Et donc, elles rentrent dans cette phase de qualification des anomalies où on va évaluer leur impact, etc. Donc, une fois qu'on a bien qualifié nos anomalies, qu'on connaît leurs priorités, qu'on sait si ça vaut le coup de les corriger ou pas, on va déclencher tout ce qui est correction des causes racines. Donc d'abord, il y a une phase d'investigation. Donc on va essayer d'identifier quelles sont les causes racines initiales de nos problèmes de qualité de données. Donc on va développer des hypothèses, on va tester nos hypothèses jusqu'à la validation. Et puis ensuite, pouvoir corriger ces causes racines. Enfin, de la définition des actions correctrices et la mise en place des actions correctrices pour les causes racines. Et après, on va pouvoir aussi faire tout ce qui est reprise de données. Donc là, on va aller se connecter dans les systèmes sources et corriger les données qui sont en anomalie pour les remettre en ordre. Une fois qu'on a effectué toutes ces étapes, ou alors même au moment de la qualification des anomalies, on peut le faire avec plusieurs périodicités, donc c'est à définir selon la situation, on va produire ce qu'on appelle une notice de qualité de données. Et donc qu'est-ce que c'est que la notice de qualité? Ça va être un document qui va récapituler pour un jeu de données le niveau de qualité actuel, les anomalies qui ont été identifiées, leur niveau de criticité, etc., et leur statut de résolution. Donc, est-ce qu'on est en train de les résoudre? Est-ce qu'elles sont résolues? Est-ce qu'elles seront bientôt résolues? Est-ce qu'on les a identifiées mais on ne va pas les résoudre parce qu'on n'est pas capable, le coût-bénéfice n'est pas intéressant, enfin, quelles que soient les raisons. Et donc, cette notice de qualité, elle va nous permettre de communiquer aux consommateurs de données pour les informer de ces différents sujets. Aussi, ça les permet de les informer sur l'évolution du traitement de leurs alertes. Donc si par exemple ils nous ont alerté sur des problèmes, ils vont pouvoir avoir un statut via cette notice de qualité. Donc ce qu'on va regarder ensuite, ça va être les différents niveaux de maturité qui sont associés à ce modèle. Alors le premier, donc moi j'ai appelé ignorance. Donc qu'est-ce que c'est que ce niveau? C'est l'organisation, elle est complètement ignorante de ces problèmes de qualité de données, de la qualité de données en général. Donc on n'a pas de système de gestion de la qualité de données, on n'a pas de mesure factuelle du niveau de qualité de données, et on n'a pas de centralisation du traitement des anomalies. On n'a aucune idée du nombre d'anomalies, de leur fréquence, de par qui elles sont corrigées, comment elles sont traitées, etc. Donc on est à un stade d'ignorance complet. Le deuxième niveau, ça va être donc moi ce que j'ai appelé connaissance. Donc là, l'organisation en fait a connaissance de ces problèmes de qualité de données. Donc on a des indicateurs de qualité de données qui sont en place, ou on a on a en tout cas une bonne. Alors, soit on a des indicateurs, soit on a beaucoup de problèmes. Et donc de façon plus ou moins subjective, on est au courant qu'on a des problèmes de qualité de données. On n'a pas de mesure factuelle, mais on est au courant. Ou alors on a une mesure factuelle, mais on n'est pas encore capable d'agir dessus. Donc on a un manque d'implication du métier, on a un manque d'implication des producteurs de données, donc les gens savent pas. Donc on a des anomalies de qualité de données, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça, en quoi ça, enfin quel est l'impact de ces anomalies de qualité de données.
On ne sait pas qu'est-ce que ça va nous coûter de les corriger. Est-ce que réellement c'est intéressant d'y allouer du temps, des ressources? Quelles sont les anomalies qui sont les plus prioritaires? Est-ce qu'il y en a qui sont moins prioritaires? Donc ça, on est dans le flou complet. Et on n'a pas ce système d'amélioration continue autour de la gestion de la qualité de données. On sait qu'on a des problèmes, mais on n'a pas encore cette boucle vertueuse. Le niveau 3, c'est là où on a cette boucle vertueuse, donc c'est l'amélioration continue. Donc c'est là où on a un système, on a un modèle de gestion de la qualité de données qui est en place. On a donc des mesures et un contrôle périodique qui est en place. Et on a tout ce process de qualification, investigation, correction des causes racines et reprise de données, plus la communication qui est fluide. C'est-à-dire que ça se fait sans accroc. Les rouages sont bien huilés, entre guillemets. Les différents acteurs, donc tout ce qui est data producer, data consumer, donc plutôt, pardon, les producteurs de données et les consommateurs de données, ils sont bien au courant, ils sont bien rodés, ils sont bien impliqués dans le process. Et on a quelque chose qui fonctionne bien. Le quatrième niveau, donc moi que j'ai appelé Quality as a Service, donc là on passe un niveau au-dessus par rapport au modèle qui est en place. Donc là c'est l'équipe qui est en charge de la gestion de la qualité de données, elle va fournir un service, donc ce service qui est la mise en qualité, la gestion de la qualité des données, au reste de l'organisation. Donc là, c'est-à-dire qu'on a le modèle de gestion de la qualité de données complet, plus on top, on va commencer à définir tout ce qui va être service level agreement, un taux de service en fait. Donc avec différentes méthodes, donc notamment du contrôle, tout ce qui est statistical process control, on va définir une plage pour chacun de nos indicateurs de qualité, et on va donner un taux de service sur le niveau de nos indicateurs de qualité. Donc par exemple, on va s'engager, on va dire que alors j'ai donné des mesures qui sont un peu bidons, mais que notre niveau de qualité de données, par exemple pour ce jeu de données, ben, il ne descendra pas pendant plus de X temps en dessous de X%. Et donc là, on gère vraiment la qualité de données comme un service qu'on rend au reste de l'organisation. Donc là, ça demande quand même d'être bien rodé sur la démarche d'amélioration continue, d'avoir un certain niveau de maturité pour pouvoir en fait définir un SLA qui soit réaliste et pouvoir tenir en fait ce SLA. Hein. Parce que si on si on n'est pas un minimum bien rodé, ben, on peut définir un SLA, mais ce sera quasiment impossible de le tenir, quoi. Et donc le dernier niveau, alors, que moi j'ai appelé gestion de la qualité augmentée. Alors personnellement, j'ai jamais vu une organisation qui a atteint ce niveau-là. C'est plus un niveau théorique qui sort un peu de mon imagination. Et donc là, on serait sur un petit peu un niveau ultime, quoi. C'est-à-dire que on a la quality as a service, mais on est en plus augmenté, donc avec tout ce qui serait intelligence artificielle, etc. Donc on pourrait imaginer qu'on ait une IA générative qui a intégré toute la documentation de l'entreprise, les données, les niveaux de qualité de données historiques, qui connaît aussi les différents use cases et qui agirait un petit peu comme un assistant virtuel autour de la qualité de données. Donc voilà. Donc ça pour l'instant c'est voilà, comme j'ai dit, j'ai pas encore entendu, j'ai pas encore vu non plus d'organisation qui serait à ce niveau-là. On est plus sur un niveau théorique. Hein. Déjà, enfin la plupart des organisations avec lesquelles moi j'ai travaillé, on est entre le niveau 2 et 3. Une organisation qui arrive déjà au niveau 3 a déjà une très bonne gestion de la qualité de données. Et quand on arrive au niveau 4, on est dans le best in class. Hein. On est clairement dans le best in class. Bon, ensuite, comment ça se passe pour mettre en place ce processus de gestion de la qualité de données? Alors, comment est-ce qu'on va faire pour mettre en place ce modèle? Bien, en fait, on a plusieurs étapes donc, pour la mise en place du modèle. Donc la première, en tout cas moi quand je roule ce modèle, ça va être d'abord d'identifier les interlocuteurs et le périmètre. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette première étape? On va déjà identifier les principaux interlocuteurs autour de la démarche qualité. Donc qui est le sponsor, qui vont être les interlocuteurs côté métier, qui vont être les interlocuteurs côté IT, qui vont être les interlocuteurs côté côté producteur de données, qui vont être les interlocuteurs côté consommateur de données. Donc faire un peu ce mapping, commencer à rencontrer les gens, à échanger avec eux autour de leurs problématiques. Aussi, il va falloir qu'on mette en place un forum pour pouvoir arbitrer les anomalies de qualité de données. Toute la partie qualification en fait. On va évaluer l'impact métier, la priorité, etc. Donc on ne va pas le faire tout seul dans notre coin, mais on veut impliquer les producteurs et les consommateurs. Donc il faut déjà qu'on commence à repérer qui est-ce qu'on va inclure dans ce forum. Et idéalement, on va s'appuyer sur déjà des gouvernances ou des forums qui sont existants. Donc s'il y a déjà une gouvernance de données qui est en place, on va se rattacher à eux. Ensuite, on va regarder un petit peu qui est-ce qui est impacté aujourd'hui par une mauvaise qualité de données. Qui est-ce qui a un intérêt
à faire bouger les choses, à améliorer la qualité de données. Parce que c'est probablement là qu'on va commencer. Ensuite, on va regarder les problèmes connus. On va essayer de savoir, ok, est-ce qu'il y a des problématiques de qualité de données qui sont déjà connues et déjà douloureuses, entre guillemets, dans l'organisation. Parce que c'est plus facile de commencer par là plutôt que d'aller chercher un nouveau problème et d'essayer de le rendre visible. Et on va regarder aussi tout ce qui est niveau de documentation actuel. Donc pourquoi c'est important? Bah parce que si on a déjà des règles métiers qui sont bien définies, si on a déjà la définition de nos données qui est claire et bien documentée, bah on a déjà une petite longueur d'avance. Alors que, à contrario, s'il y a zéro doc, zéro définition, aucune règle métier, il y aura un travail en amont de définition qui sera beaucoup plus important avant qu'on puisse juste passer à la mesure de la qualité de données. Donc c'est important d'avoir ça en tête pour pouvoir se donner une idée de la charge de travail et comment dire, de la timeline de l'implémentation du modèle. Et le dernier point qui est important, c'est on va scoper, on va définir le périmètre initial de la démarche qualité. On va peut-être pas rouler la démarche qualité sur toutes les données de l'entreprise. On va peut-être se concentrer d'abord sur des données qui sont critiques, des données qui sont prioritaires, ou des données sur lesquelles on sait qu'il y a déjà des problèmes de qualité de données qui sont douloureux. Donc une fois cette première étape effectuée, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir le standard de qualité initial ou les standards de qualité pour nos jeux de données qui sont dans le périmètre. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire concrètement pendant cette phase? Donc, on va faire un peu de ce qu'on appelle le data discovery. Donc, on va ouvrir les jeux de données, faire un peu de profiling pour regarder à quoi ça ressemble en fait. Quels sont à quoi ressemblent les différents champs, les différents attributs, etc. On va faire de l'analyse de la documentation et des process existants, donc pour pouvoir définir les règles métiers, la définition de nos données, etc. Des petites interviews avec les interlocuteurs métiers et les consommateurs producteurs de données pour pouvoir définir les règles aussi et pouvoir enrichir notre standard qu'on a déjà construit avec la documentation. Et on va aussi interviewer des interlocuteurs IT pour comprendre un peu mieux les contraintes système, les différents flux de données, les échanges entre les applications, entre les systèmes, etc. Et puis à la fin, donc, on va construire notre standard initial de qualité de données qu'on va faire valider avec les producteurs et avec les consommateurs et donc qui va nous servir de base pour la mise en place de la démarche de qualité de données. Et donc dans le standard de qualité, en fait, c'est là qu'on inclut en fait la définition de qu'est-ce que c'est une donnée de qualité pour ce jeu de données. Donc c'est un peu le juge de paix, c'est-à-dire que c'est vraiment important qu'on mette entre guillemets tout le monde autour de la table, donc les producteurs et les consommateurs, parce qu'après, quand on va mesurer et qu'on va se retrouver devant l'indicateur factuel et devant potentiellement une liste d'anomalies, le fait qu'on se soit mis d'accord avec tout le monde en amont sur la définition du standard, qu'on a dit bon voilà, on s'est mis d'accord sur la définition, on a mesuré, voilà le résultat, tout de suite ça donne plus de poids que si c'est quelque chose, que si le standard est défini par exemple uniquement par l'équipe en charge de la gestion de la qualité de données, et qu'après on va voir les producteurs et les consommateurs en leur disant bon voilà ce qu'on a mesuré, potentiellement on risque de se faire challenger, c'est-à-dire que le producteur il peut dire oui mais nous les règles qu'on a côté système source c'est pas ça du tout. Donc c'est pour ça que c'est important de les mettre aussi dans la boucle, de mettre aussi les consommateurs dans la boucle, comme ça on a ce standard qui est vraiment l'accord, l'accord sur qu'est-ce que ça veut dire une donnée de bonne qualité. Ensuite on passe à l'analyse initiale de qualité de données, donc là en prenant notre standard qu'on a fraîchement défini, on va mesurer, on va implémenter et mesurer l'ensemble des indicateurs qu'on a définis dans le standard, et donc identifier les anomalies ou plutôt le niveau de conformité ou de non-conformité par rapport à ce standard. Et donc ensuite, on va revenir vers nos différents interlocuteurs, vers notre forum d'arbitrage de la qualité de données, et on va leur présenter les différentes anomalies. Donc déjà pour voir leur réaction, pour déterminer avec eux quel est l'impact de ces différentes anomalies, et définir les priorités relatives des différents problèmes de qualité de données. On va ensuite passer à tout ce qui est correction des causes racines et reprise de données. Donc là, c'est ce que je disais précédemment. Donc on va définir plusieurs hypothèses pour les causes racines de nos anomalies. On va tester ces hypothèses jusqu'à avoir une validation. Donc là, il faudra sûrement prévoir plusieurs itérations. Peut-être que l'hypothèse numéro 1 ne sera pas la bonne, qu'on va retomber sur une autre hypothèse, que l'hypothèse 2 sera validée mais seulement partiellement, etc. etc. Et donc une fois qu'on a identifié la cause racine, on va du coup définir un plan d'action pour la corriger, exécuter sur ce plan d'action, et puis reprendre nos données.
également en parallèle, parce que bon, bah, certains problèmes, certaines causes racines, elles vont mettre un temps long à être identifiées et corrigées. Et donc en parallèle, on peut lancer la phase d'industrialisation et d'itération sur le modèle. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on fait dans cette phase? Bah, on va publier déjà le standard de qualité et la notice de qualité avec la documentation du jeu de données. Donc comme ça, c'est transparent. On va automatiser tout ce qui est contrôle de qualité. Donc tous les contrôles périodiques, bah, comme on a la définition de tous les indicateurs et que c'est lancé à une périodicité fixe, bah, on peut les automatiser. Et puis après, on va lancer le cycle d'amélioration continue. On va répéter les différentes étapes du modèle pour faire en sorte d'améliorer les données de façon continue. Ok, donc ensuite, comment est-ce qu'on peut intégrer ce modèle dans une architecture data? Donc on va voir que bah, le modèle il est très facile à intégrer, qu'on soit sur une architecture centralisée ou décentralisée. Il y a assez peu de différence en fait entre les deux intégrations, mais je voulais quand même vous présenter les deux, comme ça ça vous permet de vous faire une bonne idée par rapport à votre situation. Donc on imagine une architecture centralisée, donc on a nos systèmes sources, on a notre data lake, on a notre data warehouse, et on a nos différents usages. Donc les données passent du système source, elles vont dans le data lake, elles vont ensuite dans le data warehouse, et elles sont ensuite réutilisées par les différents consommateurs qui récupèrent les données depuis le data warehouse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir brancher nos contrôles de qualité de données bah, au niveau data warehouse sur nos différents jeux de données. On a nos alertes consommateurs qui vont nous remonter en fait bah, des différents usagers et qui vont nous déclencher donc du coup l'étape de qualification des anomalies. Donc ensuite, tout ce qui est correction des causes racines, tout ce qui est reprise de données, ça va plutôt se faire côté système source, dans l'idéal. Après, si c'est impossible, on sait qu'il y a des cas où, je sais pas, par exemple, un système legacy qui est impossible de faire évoluer parce qu'on a prévu de le remplacer dans 2-3 ans. Et que donc du coup, il faudra serrer les dents pendant potentiellement 2-3 ans sur ces problèmes de qualité parce qu'il n'y a plus d'évolution qui est faite sur sur ce système. Donc potentiellement, bon, bah, on a identifié la cause racine, mais on ne pourra pas la corriger. Donc il faudra peut-être qu'on bidouille entre le système source et le data warehouse pour faire de la correction un petit peu on the fly, dans ces cas-là un peu spécifiques où on ne peut pas corriger les données à la source. Mais dans l'idéal, on veut un maximum corriger les données à la source et corriger les causes racines à la source. Donc pour une architecture décentralisée, la logique elle est assez similaire. La différence, c'est qu'on va aller de nos systèmes sources à notre data product. Donc si on part du principe que architecture décentralisée égale data as a product, c'est l'architecture qui devrait être implémentée dans l'organisation. Et donc nos différents usages, ils viennent se brancher au niveau data product. Donc c'est pareil, dans cet exemple-là, je pars du postulat que le jeu de données est considéré comme un data product, ce qui est le cas de façon générale hein, quand on a une architecture data décentralisée. Après, si ce n'est pas le cas, il faudra adapter un petit peu le modèle. Et donc, on va venir brancher notre contrôle de qualité périodique au niveau de notre jeu de données, donc sur notre data product. Et pareil, les alertes consommateurs qui viendront nous remonter des différents usagers. Et donc la suite du process est exactement la même que pour l'architecture centralisée, pardon. Donc c'est-à-dire que les corrections de causes racines et les reprises de données se font idéalement à la source. Et si c'est pas possible, bon bah on gère quelque chose on the fly entre les sources et le data product. Alors je pense que c'est important aussi, quand on roule un modèle de qualité de données, une démarche d'amélioration continue de la qualité de données, de prévoir une intégration dans le cycle de développement. Parce que potentiellement, bah, si demain il y a un nouveau jeu de données qui est intégré dans la plateforme de données, ou il y a une évolution du data product qui est faite, ou il y a un nouveau data product qui est développé, eh bien l'idéal ce serait qu'on parte direct sur de bonnes bases et qu'on ait directement le modèle de gestion de la qualité de données qui couvre cette nouvelle fonctionnalité, ce nouveau jeu de données, ce nouveau data product. Et donc, si on l'intègre dans un cycle agile, alors on imagine un cycle agile classique, hein, on a tout ce qui est qualification des besoins, conception, développement, test, donc une phase d'itération hein, si le test n'est pas conforme, une phase de déploiement et une phase de maintenance. Eh bien, comment le modèle va venir se brancher? Bah, c'est-à-dire qu'on va d'abord, pendant la phase de collection de qualification des besoins, on va définir aussi le standard de qualité de données, et on va faire l'analyse de qualité de données initiale. Ensuite, pendant la phase de conception, bah, on va qualifier et prioriser nos différentes anomalies de qualité de données.
Pendant la phase de développement et de test, on va venir faire tout ce qui est correction de cause racine, reprise de données, en tout cas si possible, celles qu'on peut faire, entre guillemets les quick wins, celles qu'on va pouvoir faire à court terme. Et donc pendant la phase de déploiement et de maintenance, donc on va démarrer le cycle d'amélioration continue, et puis on va continuer tout ce qui est correction de cause racine, reprise de données, mais plutôt sur le long terme. Et si on travaille plutôt sur un cycle en V, la logique elle est la même, hein, donc on prend un cycle en V classique, donc on a l'analyse des besoins, spécification, conception générale, conception détaillée, puis la mise en œuvre. Et donc ce qu'on va faire, c'est que pendant la phase d'analyse des besoins, spécification, on fait la définition du standard de qualité, plus l'analyse initiale de qualité de données. Pendant la phase de conception, on va faire tout ce qui est qualification, priorisation des anomalies. Et ensuite, donc pendant la phase de mise en œuvre, la phase de test et de recette, on va faire tout ce qui est correction des causes racines et reprise des données. Donc là, pareil, on va se focus sur tout ce qui est quick win. Et puis pendant la mise en service, donc le démarrage de cycle d'amélioration continue, plus les corrections de causes racines et reprise de données plutôt sur le long terme. Et donc voilà, tu connais tout sur mon modèle de gestion de la qualité de données. Donc j'espère que la vidéo t'a plu, que tu as trouvé ça intéressant. Dans les prochaines vidéos, alors je sais pas encore l'ordre, hein, j'ai aucune idée de l'ordre. Donc ce sera soit la vidéo sur tout ce qui est ROI, comment déterminer le ROI de la démarche qualité. Alors je vais peut-être la repousser un petit peu la vidéo parce que je prépare vraiment une masterclass. On va aller vraiment dans le détail de ce qui existe dans la littérature actuelle, de ce qu'il est possible de faire, etc. Mais donc c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Ou alors, on va commencer à attaquer les différents éléments du modèle, donc essayer de zoomer un peu plus sur les différentes phases. Donc, comment est-ce qu'on définit un standard de qualité de données? Comment est-ce qu'on effectue le contrôle périodique? Comment est-ce qu'on effectue l'analyse et la qualification des anomalies de qualité de données? Et puis voilà, sur les différentes phases du modèle, faire un petit zoom un peu détaillé de comment on fait, en fait, sur chacune des parties. Du reste, si tu as la moindre question, commentaire ou même critique, je serais ravi de te lire dans les commentaires. Et sur ce, je te dis à très bientôt. À plus!